Chapitre 3. Évolution dans le temps des systèmes quantiques. Nous avions introduit brièvement l'opérateur évolution au début de ce cours, et nous avions énoncé quelques propriétés générales de cet opérateur. Nous allons aller au bout de cette étude, en écrivant notamment l'équation d'évolution dans le temps des systèmes, qui n'est ni plus ni moins que l'équation de Schrödinger. Grand 1. Opérateur évolution. Petit 1. Propriétés fondamentales. Nous allons voir ce que l'on peut dire sur l'opérateur d'évolution, en montrant d'abord qu'il existe un opérateur d'évolution, même si c'est évident, puis regarder ses propriétés, et nous arriverons tout simplement à l'équation de Schrödinger. Jusqu'à présent, nous n'avons pas parlé de l'évolution des systèmes. Nous n'avons défini que les types d'états que l'on pouvait avoir, mais nous allons maintenant les faire évoluer. Nous allons considérer un système dans l'état phi de t0, que l'on va noter phi de 0, à un certain instant t égale 0, le système est dans un certain état, puis on le fait évoluer, et il va se retrouver à un instant t ultérieur dans un autre état, phi de t. La question est, quelle relation existe-t-il entre phi de t et phi de 0 ? Donc l'évolution du système, de l'instant t0 à t, sera une application de l'espace des états dans lui-même, qui a un vecteur phi de 0, membre de cet espace vectoriel H, associé à un autre vecteur, phi de t. C'est une application, donc un opérateur, que l'on va noter u de t0t. Nous verrons pourquoi la lettre u plus tard. Autrement dit, on a phi de t égale u de t0t appliqué à phi de 0. On définit ainsi l'opérateur d'évolution qui fait passer de l'état du système à l'instant t0 à l'état du système à l'instant t. Et l'on va maintenant donner les propriétés générales attendues de cet opérateur d'évolution, et la première d'entre elles, qui ne nous surprendra pas, est que cet opérateur est linéaire. Petit a, linéarité. La physique est linéaire, c'était notre postulat de base. Donc si l'on a un système dans l'état phi1 de 0 à l'instant t0, et que cet état arrive à l'instant t dans l'état phi1 de t, et que l'on a un autre état phi2 de 0 qui arrive à l'instant t dans l'état phi2 de t, on veut qu'en partant d'une combinaison d'états alpha phi1 de 0 plus bêta phi2 de 0, combinaison que l'on va noter psi de 0, on arrive à l'état phi de t égale alpha de phi1 de t plus bêta de phi2 de t, soit u de t0t appliqué à alpha de phi1 plus bêta de phi2 égale alpha de u de t0t appliqué à phi1 plus bêta de u de t0t appliqué à phi2. C'est-à-dire que u doit être un opérateur linéaire. Remarque, si ce n'était pas le cas, tout ce qu'on raconterait depuis le début serait complètement vain. On a fondé toute la représentation de la physique quantique sur cette idée de linéarité, sur le postulat que l'on peut faire des combinaisons linéaires, et que quand on part d'une combinaison linéaire d'états, le système évolue comme la combinaison linéaire des évolutions. Petit b, invariance par translation dans le temps. La physique est invariante par translation dans le temps. Le temps est uniforme en physique, donc si l'on a une certaine situation, un système sur lequel on fait une expérience, et que l'on prend la même situation à un autre moment dans l'histoire de l'univers, et donc tout ce qui est susceptible d'influer sur l'évolution du système reste identique, peu importe le moment auquel on fait l'expérience, on obtiendra le même résultat. Par conséquent, l'opérateur u de t0t ne dépend en fait que de la différence de temps entre t et t0. Donc on notera finalement u de t0t comme ceci, u de t moins t0. Donc l'action de l'opérateur d'évolution ne dépend en réalité que de la durée de l'évolution. Par conséquent, si l'on prend t0 égale t, on aura t moins t0 égale t moins 0 égale t, et donc phi de t égale u de t moins t0 appliqué à phi de t0 égale u de t appliqué à phi de t0. Note. En toute rigueur, nous devrions changer de lettre pour l'opérateur, puisque l'opérateur u de t0t est une fonction de deux variables, alors que u de t moins t0, donc u de t, est une fonction d'une seule variable. Mais il s'agit juste de faire sentir que l'on parle bien de la même opération sur le système. Petit c, unitarité. C'est une propriété générale et absolument fondamentale. Nous allons commencer par présenter ce qu'implique l'unitarité et pourquoi en quelque sorte. Nous avons donc vu que l'évolution du système le fait passer au cours du temps d'un état à un autre. Mais en physique classique, il y a une propriété absolument essentielle concernant cette évolution, qui est que si l'on part de deux états différents, une même évolution du système ne pourra pas conduire ces deux états au même état. Donc nous avons des lois d'évolution, qui sont les lois de la physique, et pour un système, si l'on part de deux états différents, jamais la même loi d'évolution ne conduira ces deux états au même état.
Évidemment, si l'on fait deux choses différentes à deux états différents, on peut arriver au même état. Mais si l'on part de deux états différents, la même action sur chacun d'eux mènera à deux états différents. Pourquoi? Tout simplement parce que si ce n'était pas le cas, les lois de la nature ne seraient pas déterministes, ou alors pas réversibles. En effet, si maintenant on inverse la flèche du temps, alors depuis l'état d'arrivée, on ne sait pas où aller. Donc, soit on choisit aléatoirement, donc ce n'est pas déterministe, soit l'on considère que les lois de la physique ne sont tout simplement pas réversibles. Or, en physique classique, la physique est réversible et déterministe. Si l'on connaît les lois physiques et que l'on connaît l'état du système, on peut, par le calcul, prédire tous les états suivants, mais également tous les états passés, parce qu'il n'y a qu'un seul état qui mène à l'état présent. En conséquence, deux états différents resteront toujours différents. C'est une propriété fondamentale de la physique. En physique quantique, ce sera également le cas, sauf que lorsque l'on dit deux états différents, il va falloir préciser un peu. Car en vertu du principe qui consiste à faire des combinaisons linéaires d'états, deux états différents pourront donner le même résultat lors d'une mesure. Et donc, pour les états combinaisons linéaires d'états de base, le concept d'état différent est un peu délicat. Mais dans le cas où l'on parle de deux états ayant des valeurs bien définies d'une certaine grandeur physique, et que ces valeurs sont différentes, alors nous avons vu que ces deux états donneront toujours deux résultats différents d'une mesure de cette grandeur. Si l'on traduit cette propriété dans l'espace des états avec sa structure hermitienne, deux vecteurs propres associés à des valeurs propres différentes d'un même opérateur hermitien sont toujours orthogonaux. Et donc, ce principe en physique classique, qui est qu'à partir de deux états différents, on ne peut pas arriver au même état, aura pour traduction en physique classique que si l'on part de deux états orthogonaux, donc vraiment différents, qui n'ont aucune composante l'un sur l'autre, alors on pourra parfaitement les distinguer en effectuant une mesure. Chaque état donnera toujours une certaine valeur de la grandeur mesurée, mais ces valeurs seront forcément différentes. Et nous verrons que ceci implique également que si deux états ne sont pas orthogonaux, qu'ils ont un certain produit scalaire, ce produit scalaire va rester le même, on va le voir. Donc, l'équivalence de cette propriété en mécanique quantique s'énoncera de la façon suivante. Deux états orthogonaux, suivant la même évolution physique, resteront orthogonaux. C'est vraiment la même idée. En physique classique, deux états différents ne peuvent pas évoluer vers le même état. En physique quantique, deux états qui sont strictement différents, donc orthogonaux, ne peuvent pas conduire à des états qui ne seront pas orthogonaux. Donc, s'ils sont distinguables de façon claire et nette, ils vont rester distinguables de façon claire et nette. Par conséquent, dans une base orthonormée ensemble des E8,0 de l'espace de Hilbert, si le système considéré évolue dans le temps, l'évolution des états de cet espace conduira à d'autres états, et donc les quêtes E8,0 deviendront des quêtes EI de t, et l'ensemble de ces nouveaux quêtes, ensemble EI de t, formeront encore une base orthonormée. Donc, si l'on applique notre opérateur d'évolution aux différentes quêtes E8,0, EI de t égale U appliqué à E8,0. Les états évolués entre guillemets EI de t formeront une base orthonormée. Intéressons-nous maintenant au produit scalaire à l'instant 0 et à l'instant t de deux vecteurs d'état quelconques phi et psi, soit les deux produits hermitiens h de phi de 0 et de psi de 0 et h de phi de t et de psi de t, soit en notation bracket phi 0 psi 0 et le bracket phi de t psi de t. Partons de notre base ensemble des E8,0 et développons les états phi 0 et psi 0 sur celle-ci. Soit phi 0 égale somme sur i des alpha i quête E8,0 et psi 0 égale somme sur j des bêta j quête EJ0. Calculons le produit scalaire entre phi 0 et psi 0. Bracket phi 0 psi 0 égale somme sur i des alpha i étoiles bras E8,0 somme sur j des bêta j quête EJ0. Soit par linéarité de la forme hermitienne, somme sur i, somme sur j, des alpha i étoiles bêta j, bracket E8,0, EJ0. Et puisque l'on a une base orthonormée, tous les produits E8,0, EJ0 sont nuls, sauf quand i égale j. Soit bracket E8,0, EJ0 égale delta ij. Et donc, bracket phi 0, psi 0 égale somme sur i des alpha i étoiles bêta i. Maintenant, calculons le produit scalaire à l'instant t entre phi de t et psi de t. Par définition de l'opérateur d'évolution, on aura phi de t égale u de t appliqué à phi de 0 et psi de t égale u de t appliqué à psi de 0. Et donc, par développement sur la base, phi de t égale somme sur i des alpha i u de t appliqué à E8,0 et psi de t égale somme sur j des bêta j u de t appliqué à EJ0. Mais par définition de l'opérateur d'évolution,
Nous aurons donc également U de t appliqué à EI de 0 égale EI de t, soit en remplaçant dans les expressions de phi de t et psi de t, phi de t égale somme sur i des alpha i EI de t, et psi de t égale somme sur j des bêta j ket EJ de t, soit le produit scalaire suivant, bracket phi de t psi de t égale somme sur i des alpha i bras EI de t, somme sur j des bêta j ket EJ de t, soit par linéarité, somme sur i somme sur j des alpha i étoile bêta j, bracket EI de t, EJ de t. Sauf qu'ici, de par la propriété qui nous dit que deux états orthogonaux restent orthogonaux, le bracket EI de t, EJ de t vaut à nouveau delta ij. C'est toute l'idée. Et il reste donc bracket phi de t, psi de t égale somme sur i des alpha i étoile bêta j. Et l'on voit donc que le bracket phi de 0, psi de 0 égale le bracket phi de t, psi de t égale somme sur i des alpha i étoile bêta i. On obtient donc exactement le même produit scalaire qu'entre les états à l'instant t0. En supposant que deux vecteurs orthogonaux restent orthogonaux, on arrive nécessairement à ce point. On voit donc que, quels que soient les états dont on part, ces états auront un certain produit scalaire, et si l'on fait évoluer le système, on obtiendra deux autres états, mais ces deux autres états auront le même produit scalaire. C'est la conséquence directe de la traduction de la physique classique en physique quantique, du principe que l'on a énoncé plus tôt. Deux états distincts restent distincts, et deux états qui ont un certain rapport entre eux garderont le même rapport tout au long d'évolution. Un rapport qui nous est donné ici sous la forme du produit scalaire entre deux quêtes représentant ces deux états. Mais cette propriété a une conséquence générale très importante. Et pour mettre cette propriété en évidence, revenons un peu en arrière, juste avant de faire le produit scalaire entre phi de t et psi de t. Nous avions ces deux expressions. Phi de t égale somme sur i des alpha i u de t appliqué à EI de 0, et psi de t égale somme sur j bêta j de u appliqué à EJ de 0. Mais ici, plutôt que de remplacer u de t appliqué à EI de 0 par EI de t, passons directement au produit scalaire. Soit bracket phi de t psi de t égale somme sur i des alpha i étoile, bras EI de 0 u croix de t, somme sur j bêta j u de t appliqué à EJ de 0. Soit somme sur i somme sur j des alpha i étoile bêta j, bras EI de 0 u croix de t, u de t appliqué à EJ de 0. On rappelle la définition de l'adjoint, h de x et de l'opérateur a appliqué à y égale h de a croix appliqué à x et de y. Or, pour phi de 0 et psi de 0, nous étions arrivés à l'expression de leur produit scalaire suivante. Bracket phi de 0 psi de 0 égale somme sur i somme sur j des alpha i étoile bêta j, bracket EI de 0, EJ de 0. Mais l'on sait maintenant que ces deux expressions sont égales. Donc, somme sur i somme sur j des alpha i bêta j, bracket EI 0, EJ 0, égale somme sur i somme sur j des alpha i étoile bêta j, bras EI 0, u croix de t, u de t, ket EJ 0. On voit alors que ces deux expressions sont identiques, à l'exception du produit d'opérateurs u croix u, qui donne un autre opérateur qui ne doit rien changer à cette somme. Par conséquent, l'opérateur u croix u est l'identité, tout simplement. U croix u égale l'opérateur identité. Et un opérateur qui, multiplié par son adjoint, égale l'identité, s'appelle un opérateur unitaire. Définition. Un opérateur U est dit unitaire si U croix U égale UU croix égale l'opérateur identité. Donc, la propriété qui veut que deux états différents restent différents au cours de l'évolution implique que l'opérateur d'évolution, dont on a déjà vu qu'il était linéaire et qu'il ne dépendait que de la différence entre l'instant de départ et l'instant d'arrivée, est en plus un opérateur unitaire, raison pour laquelle on le note U. Et s'il est unitaire, cela implique qu'il a un inverse, et que son inverse est justement son adjoint, ce qui est extrêmement contraint, on va le voir. Donc, quel que soit le système physique, quelle que soit la situation, l'environnement, etc., toutes les évolutions de tous les systèmes physiques possibles et imaginables ont toujours des évolutions unitaires. Ce qui a pour conséquence immédiate que la norme d'un vecteur se conserve. En effet, si le produit scalaire de deux vecteurs est conservé au cours du temps, alors la norme, qui n'est jamais que le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même, est conservée aussi. Donc le produit hermitien entre phi de 0 et phi de 0 égale le produit hermitien entre phi de t et phi de t, soit le modulo carré de phi de 0 égale le modulo carré de phi de t. D'où l'idée, pour simplifier les calculs, de partir de vecteurs de norme 1, puisqu'un vecteur de norme 1 va rester de norme 1 tout le temps, ce qui est très pratique.
en particulier pour les vecteurs de base, ce qui nous amène à prendre des bases orthonormées. L'autre conséquence que l'on vient de voir est que l'opérateur U est inversible, puisque son inverse est précisément son adjoint. Or, l'opérateur d'évolution permettant par définition de prédire ce qu'un état d'un système à l'instant t0 sera à l'instant t, alors que cet opérateur soit inversible implique que si l'on connaît l'état du système à l'instant t, on peut savoir de quel état on vient en inversant l'opération. Phi de t est égal à U appliqué à phi de 0, phi de 0 égale U-1 appliqué à phi de t, et comme l'inverse de U est égal à son adjoint, phi de 0 égale U croix appliqué à phi de t. Attention, U n'est pas un opérateur auto-adjoint. Son adjoint n'est pas égal à lui-même. Son adjoint est égal à son inverse. Remarque. Dans l'interprétation de Copenhague, l'évolution du système en physique quantique est toujours une évolution unitaire, sauf quand on fait une mesure. Et là, il se passe un truc magique, bizarre, qui échappe aux lois standards de la physique quantique. Voilà pourquoi cette interprétation n'a pas le moindre sens. Il n'y a pas de raison qu'une mesure échappe aux lois de la physique complètement générales que l'on vient de décrire ici. L'idée que lorsque l'on fait une mesure, on projette un système dans un certain état, et donc que deux états différents peuvent conduire au même, viole l'unitarité, et en particulier viole la réversibilité, puisqu'une fois que l'on a projeté l'état, on ne peut plus retrouver d'où l'on est venu. Si l'on utilise l'interprétation d'Everett, on n'a pas du tout ce problème. Simplement, lorsque l'on fait une mesure, on se retrouve dans une combinaison d'états entre les différents résultats possibles de la mesure, qui seront intriqués avec les différents états de l'instrument de mesure lui-même. Petit d, relation de groupe. Une dernière propriété est que si l'on passe d'un instant t0 à un instant t, puis de cet instant t à un instant t', on obtient la même chose que si l'on passait directement de t0 à t'. En effet, on a psi de t égale u de t moins t0 appliqué à psi de t0, et également psi de t' égale u de t' moins t appliqué à psi de t. Il nous suffit alors de remplacer psi de t dans cette expression par ce qu'il vaut. Psi de t' égale u de t' moins t fois u de t moins t0 appliqué à psi de t0. Note, il n'y a pas d'ambiguïté dans cette expression, le produit matriciel étant associatif. On pourrait découper un intervalle de temps en autant de tranches que l'on veut et aligner des opérateurs U sans problème. Par ailleurs, comme on a également psi de t' égale u de t' moins t0 appliqué à psi de t0, on voit ici que l'opérateur qui fait passer de t0 à t' n'est rien d'autre que le produit de l'opérateur qui fait passer de t0 à t et de t à t'. U de t' moins t0 appliqué à psi de t0 égale u de t' moins t fois u de t moins t0 appliqué à psi de t0. Et donc, u de t' moins t fois u de t moins t0 égale u de t' moins t0. Égalité dont on déduit la relation de groupe suivante. U de τ2 fois u de τ1 égale u de τ1 plus τ2. Avec τ1 et τ2 des intervalles de temps. Note, dans l'expression u de t' moins t fois u de t moins t0 égale u de t' moins t0, on avait donc τ1 égale t moins t0, τ2 égale t' moins t, et donc τ1 plus τ2 égale t' moins t0. Quel que soit le système, quelles que soient les conditions, on aura ces propriétés pour l'opérateur d'évolution. Linéarité, invariance par translation dans le temps, unitarité, et la relation de groupe u de τ2 fois u de τ1 égale u de τ1 plus τ2.